Et salut tout le monde, c'est Zélia Selena ou Alex, selon d'où vous me connaissez. Donc je lance un peu la nouvelle série sur la chaîne de support en programmation, en algorithmie plutôt. Donc moi, mon rôle ça sera pas de faire de gros TP, de corriger, etc. Ça va vraiment être des cours, un peu comme on avait fait en live pour ceux qui étaient présents, des cours chapitre par chapitre, voir un petit peu ce qu'on a fait en amphi ou ce que vous ferez en amphi si vous voyez ça les années suivantes. Mais donc on va commencer par une petite introduction sur ce qu'est un développeur et ce qu'est développer, programmer. C'est un truc qui a un peu manqué, ça je trouve, au départ. On n'en a pas forcément beaucoup parlé. Donc aujourd'hui vous n'allez pas apprendre de grand chose, on va même pas toucher à un seul éditeur de texte. C'est plutôt simplement voir ce que vous allez faire comme métier en quelque sorte, ce que vous allez faire tout au long de cette année, et aussi voir un petit peu les outils qu'on peut utiliser pour développer en eJava. Fallait juste que je rajoute que bon, des vidéos ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc je risque de galérer un peu sur les premières. On va essayer de vous faire la qualité la meilleure possible. Donc là en fait j'enregistre avec Fraps. Aujourd'hui c'est un diapo de merde, ça sera mieux bientôt. Je ferai avec des outils plus appropriés on va dire. Mais donc voilà, pour aujourd'hui ça ira. C'est un petit PDF tranquille qu'on va lire ensemble. Donc on va commencer par ce que c'est que programmer. Donc le développeur, vous, normalement plus tard à la fin des études, la plupart seront développeurs, analystes développeurs hein, comme on dit dans le métier, ou chef de projet pour ceux qui ont un peu plus d'ambition. Mais bon, on va voir ce que c'est que le développeur, c'est vraiment ce sur quoi on va travailler pendant ces 2 années de DUT. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de rôles. Il doit par exemple définir des solutions techniques pour de futures applications. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que quand on vous dit par exemple je veux un programme, enfin un logiciel dans lequel je peux stocker le nom de tous mes clients et les jours où ils sont passés. C'est un programme très basique que vous risquez de faire durant vos études ou durant vos années professionnelles. Et bien il faut savoir comment on va le créer ce programme. Avant de le programmer directement, rentrer dans le code, il faut réfléchir à ce qu'on va utiliser, comment on va l'utiliser et pourquoi aussi. Donc c'est un petit peu en fait, il y aura un travail de réflexion avant de programmer. Ensuite il faudra évidemment programmer une partie ou la totalité d'un logiciel, donc ça avec des lignes de code dans différents langages dont on va parler un petit peu après. Ensuite il y a aussi élaborer les protocoles de test, tester et chasser les erreurs. Ça c'est un petit peu le boulot, la partie du boulot un petit peu plus embêtante, quoique ça peut être intéressant, c'est en fait de vérifier que le programme marche, mais marche tout le temps. C'est un peu plus difficile ça au départ, de se rendre compte en fait de ce que c'est que des bugs etc. Parce que vous, évidemment, vous savez comment marche votre programme au fond. Vous avez cliqué au bon endroit, vous n'allez pas forcément faire gaffe à des petites erreurs qui pourraient arriver. Par exemple, je sais pas moi, sur un programme de calcul, qu'est-ce qui va se passer si on si on appuie pardon sur 0, qu'on divise du coup par 0. Vous allez sûrement pas le faire au départ parce que bah évidemment personne veut diviser par 0, mais si ça arrive, faut savoir gérer ce genre d'erreur. Donc ensuite effectuer de la maintenance, ça c'est aussi une partie du boulot qui est assez intéressante. C'est par la suite, admettons votre programme, voilà, vous le vendez, vous le mettez sur internet, mais c'est pas fini parce que maintenant il y aura encore d'autres erreurs que les utilisateurs vont trouver ou des mises à jour à faire, et ça c'est un peu c'est ce qu'on appelle la maintenance. En clair c'est continuer à faire vivre son programme même après l'avoir mis sur le marché entre guillemets. Le boulot ça peut être aussi des trucs un peu à côté de la programmation comme former d'autres personnes. Ça peut être les former par exemple à un langage que vous connaissez bien ou alors à un logiciel. Donc les formations c'est un truc que vous serez peut-être amené à faire. Ensuite rédiger des manuels techniques et des guides d'installation parce qu'évidemment faire un programme c'est pas juste le faire, il faut qu'on puisse l'utiliser. Donc ça c'est une partie du boulot du développeur vers laquelle vous serez sûrement amené à faire. Et ça aurait dû m'être mis en premier, c'est comprendre les besoins des utilisateurs. Parce que faire un programme c'est bien, mais c'est pas pour vous.
La plupart du temps, on aurait peut-être pour vous, ça, faut voir. Mais en tout cas, c'est pour quelqu'un. Et il faut comprendre ce que ce quelqu'un veut. Donc il y a aussi un boulot de communication derrière. C'est pour ça que la com, en fait, ça sert pas forcément à rien, ce qu'on fait en cours. C'est qu'il faut savoir pouvoir parler et comprendre, en fait, exactement les besoins de l'utilisateur que vous avez en face de vous. Donc là, c'est vraiment une petite liste par rapport à tous les rôles, mais à mes yeux, ce sont vraiment les rôles principaux. De ce que je peux savoir. Après, je suis pas développeur professionnel à côté, j'ai pas de boulot ni rien, mais de ce que j'ai pu récupérer un petit peu partout, de ce que j'ai pu comprendre quand on m'en a parlé, c'est vraiment ça qui en ressort au maximum. Donc ensuite, programmer. Je vais vous lire ce qui est écrit là, je pense que c'est assez clair. Un programme informatique, donc on peut prendre l'exemple des logiciels, c'est une suite d'instructions données à l'ordinateur. Par exemple, on va lui dire, je sais pas moi, là tu additionnes 2 et 3. Donne-moi le résultat. Ça va être plein d'instructions comme ça, évidemment un petit peu plus compliquées et plus poussées, qui vont vous donner le programme dont vous avez besoin, que vous souhaitez programmer. Donc en clair, il faut décrire ces instructions dans un langage que la machine comprend. Parce qu'une machine, c'est assez bête, ça comprend que des 0 et des 1, le langage binaire. Ça, je vous redirige vers le système pour ça. Et donc, vous allez pas, je pense, à part si vous êtes juste dérangé, écrire vos programmes en binaire. Vous allez évidemment les mettre dans un langage que vous puissiez comprendre. Et donc, on utilise des compilateurs et d'autres outils à côté, on va rester simple, mais qui permettent en fait de transformer ce langage en code que la machine puisse comprendre. Donc c'est un peu des traducteurs si vous voulez voir comme ça. Et voilà, donc ensuite il n'y a pas qu'un seul langage. Il y en a qui sont assez simples, par exemple le basique, etc. Qui pour vous sont très simples à écrire, mais qui à la fois sont peut-être pas forcément assez puissants. A l'inverse, il y a des langages plus compliqués, comme le C et le C++, qui eux sont des langages plus compliqués, c'est vrai, mais qui à côté vous permettent de faire de plus grandes choses, avec une meilleure, plus de puissance et plus de flexibilité dans votre code. Donc nous, ce qu'on va utiliser, en tout cas en algorithmie, ça va être du Java. Et pour l'instant, une version plus simplifiée qu'on appelle le iJava. Donc le Java, c'est quoi? C'est un langage orienté objet. Alors ça, j'ai pas forcément envie de vous expliquer maintenant, c'est un concept un petit peu compliqué, un petit peu abstrait au début. On risque d'en parler au semestre 2 ou 3, je saurais plus vous dire. Mais en clair, c'est à peu près comme ça qu'on programme la plupart des trucs maintenant. C'est une façon puissante, on va dire, de programmer et classer, trier en quelque sorte. Ça permet en fait de découper votre programme en plusieurs briques. Mais bon, je vais pas entrer dans le détail ici, ce serait trop compliqué et prendrait un peu trop de temps. Ensuite, ça a été créé par Sun Microsystems en 82, on s'en fout un petit peu, mais voilà. Donc c'est un langage qui est assez récent quand même, à mes yeux en tout cas. Et maintenant il appartient à la société Oracle. Ensuite c'est un langage portable, ça veut dire qu'il fonctionne sous Unix, sous Windows, sous macOS, sous Linux, sous Android, sans forcément retoucher une seule ligne de code. Ça peut vous paraître bête comme ça, mais c'est plutôt rare. Si on prend le cas du C par exemple, sous Windows ça passera impec. Pour le passer sous Linux ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir en fait retoucher des lignes de code qui ne peuvent pas marcher forcément dans un sens, alors qu'il marchera dans l'autre. Alors que Java fonctionne quasiment partout en touchant à quasiment rien. Donc ça c'est franchement un truc qui est plutôt pas mal. Donc pour la petite histoire, ça reprend la syntaxe du C++, mais en épurant pas mal de concepts. Je pense que je vous le dirai au fur et à mesure, de temps en temps, comment on fait en C++, juste pour vous montrer qu'en fait le Java, il y a pas mal de fois où c'est plus simple. Ensuite, je vous ai mis la petite devise là, de Java qui a été choisie à sa création. Donc ça doit être simple, orienté objet et familier. Donc vous voyez que c'est pas forcément le langage qui fait le plus peur à la base. Robuste, oui bien sûr, donc robuste et sûr. Indépendant de la machine employée pour l'exécution, ça c'est ce que je vous ai dit. Très performant, ça c'est discutable. Mais bon, maintenant on va dire que le Java et le C++ commencent à avoir des performances à peu près équivalentes.
mais on utilise plus souvent le C++ pour les trucs qui demandent beaucoup de performance comme un jeu vidéo par exemple. Le Java est un petit peu plus mauvais au niveau rapidité, mais il y a aussi ses bons points à côté. Ensuite il est interprété, donc ça c'est ce qui lui permet d'être indépendant de la machine employée. Multitâche et dynamique. Donc vous voyez qu'on part plutôt sur des trucs assez sympas. Ensuite le eJava, c'est une version simplifiée et plus claire peut-être du Java. Donc vous verrez un peu plus tard ce que c'est que le vrai Java au niveau du code, mais c'est les mêmes idées, les mêmes concepts et les mêmes mots, hein, les mêmes mots utilisés pour les fonctions, etc. Mais sachez que quand on passera au Java, ça sera un tout petit peu plus complexe au niveau de la syntaxe. Donc là je vous ai montré un simple exemple qui permet de demander le nom d'utilisateur, puis on lui dit bonjour. Donc vous voyez que c'est pas forcément un langage où on ne comprend rien. Là, classe, hello, extends for, bon, limite ça on va le laisser de côté. Algorithme, bon, un algorithme, c'est plus ou moins ce qu'on est en train d'étudier, donc ça me paraît pas trop dur. Println, print, afficher, donc en fait écrire à l'écran si vous voulez. Donc là votre nom, bref, le texte qu'on va afficher. String, donc une chaîne de caractères. On en parlera plus tard, hein, mais si je trouve montrer qu'en fait c'est assez simple à comprendre sur le coup, le code est pas complètement barbare. Name, le nom qu'on veut lui donner. Read string, on lit une chaîne de caractères, donc on demande à l'utilisateur de rentrer une chaîne de caractères. Puis on réaffiche autre chose, le mot hello, en rajoutant le nom qu'on a rentré juste avant. Donc vous voyez que c'est pas forcément dur à comprendre, le code est voilà, facile de compréhension. Et la syntaxe est apparemment plutôt simple. Donc on va quitter un petit peu la programmation pour aller sur les outils dont vous aurez besoin. Donc sous Linux, alors déjà oui, première chose, je vous conseille, mais c'est même pas un conseil, vous êtes obligé d'aller sous Linux, ça ira beaucoup mieux, Linux c'est bien, allez-y, faites un dual boot si vous avez peur de passer complètement à Linux, si vous vous sentez ballsy, allez directement en Uniboot. Donc voilà, bon ok Linux il y a moins de jeux, il y a peut-être moins de trucs, mais à la fois Linux c'est plus rapide, plus pratique. Il faut juste apprendre à l'utiliser. Donc dans tous les cas il vous faut quelque part Linux. Vous allez en avoir besoin pendant vos études et vous verrez que de toute façon vous le préférez. Donc sous Linux, les éditeurs de code que je peux conseiller, c'est d'abord Gedit. Donc Gedit personnellement c'est mon favori, c'est pour ça que je l'ai mis en premier là, il est beau. Simplement parce que en soi je le trouve beau. Il y a plusieurs thèmes, on peut changer un petit peu comme on veut, bon c'est un peu inutile hein, mais c'est sympa. Et il est assez puissant parce qu'il y a un système de plugins qui permettent de modifier 2-3 trucs à l'intérieur. Donc pour moi c'est un des plus puissants, à mes yeux, hein, c'est toujours pareil, ça se discute. Mais moi je l'aime bien. Ensuite il y a Emacs. Donc Emacs il est tout de suite un peu moins attrayant par rapport à sa beauté on va dire. Mais en fait la puissance d'Emacs c'est avec les raccourcis clavier. Donc ça peut paraître con comme ça par exemple qu'il y a un raccourci qui permette de choisir tout le paragraphe ou toute la ligne, de sélectionner hein, je veux dire. Sur le coup ça peut paraître un peu bête qu'il y ait 40 raccourcis justement pour ce genre de choses, mais quand vous êtes en train d'écrire vos 3000 lignes de code, ça fait plaisir. Voilà, donc si vous avez pas trop la flemme, Emacs est bien. Sinon Gedit est pour moi là ce qu'il y a de mieux sous Ubuntu en tout cas. Après je ne connais pas les autres dérivés de Linux, mais sous Ubuntu c'est à mes yeux le meilleur. Donc lui ou Emacs. Sous Windows, là je conseille directement Notepad++, qui à mes yeux et aux yeux de beaucoup de monde est le meilleur éditeur de code, simplement parce qu'il permet d'éditer du code Java, HTML, tout, en restant très puissant au niveau de la coloration, etc. Donc moi Notepad++ sous Windows c'est vraiment mon préféré. Ensuite sous Mac, donc là je connais pas Mac, donc j'ai pris un screen comme ça. Pour être franc, Mac c'est absolument pas ce que je connais. J'ai jamais été sous Mac, mais apparemment ça, si je me rappelle bien, ça s'appelle Text Wrangler. Donc cherchez Text Wrangler dans Google. De ce que j'ai cru comprendre, c'est un bon éditeur, mais j'ai eu du mal à trouver en fait de bons éditeurs sur internet. Donc allez voir ça, apparemment ça me paraît plutôt bien, ça ressemble un petit peu à Gedit d'ailleurs. Bon, je sais pas. Non, donc on va finir juste avant sur un petit truc.
Là, je vous ai dit qu'on parlait des outils du développeur. Et je vous montre des éditeurs de code, et pas des environnements de développement intégrés. Donc vous avez déjà dû entendre ce mot-là, notamment avec Eclipse, ou d'autres, hein. Il y en a pas mal d'IDE, mais le plus connu est Eclipse, développé par Oracle, si vous vous rappelez bien, celui qui développe Java. Donc ça, c'est très bien. Ça complète votre code en 3 secondes, ça a plein de trucs par défaut qui vous font aller 10 fois plus vite, ça a un compilateur à l'intérieur, c'est génial. Mais à part que ça vous mâche trop le travail en fait, à mes yeux, et apparemment aux yeux aussi des profs de l'IUT. Dans le sens où par exemple le fait que ça complète vos mots, vos fonctions, tout ça, du coup vous les apprenez pas par cœur. Et si vous vous retrouvez un jour sans Eclipse, vous allez galérer à mort. Donc sur un gros projet, c'est vrai que Eclipse, ça peut être pas mal, ou NetBeans, hein, si vous préférez son équivalent en open source. Mais je vous conseille pour les petits projets que vous avez à l'IUT d'utiliser vraiment ces petits éditeurs de code. Et pour la petite remarque, vous pouvez très bien utiliser le bloc-notes de base de Windows ou encore Nano si vous êtes sous Linux. Tapez Nano dans une console, ça fait toujours plaisir. C'est un de mes éditeurs de texte préférés. Donc vous pouvez très bien utiliser des trucs comme ça. C'est plus compliqué, je vous l'avoue, parce que c'est pas fait pour ça, mais ça marche. A l'inverse, vous pouvez pas utiliser OpenOffice ou Word pour éditer du code. Pour des raisons que vous verrez sûrement en système par rapport à comment c'est codé. Bref, ce sont vraiment pas des éditeurs de code ou de texte. Ma voix qui parle. Donc les prérequis sur votre machine. app.jar qui est dispo sur le module AP12 de Moodle. Donc vous vous connectez sur Moodle, vous allez dans le module AP12 et vous téléchargez app.jar. Sans ça, vous ferez pas le code qu'on fera en iJava. Ensuite, il faut juste savoir ouvrir un terminal ou une console pour compiler les programmes. Donc sous Linux Ubuntu, CTRL-ALT-T, ça vous ouvre un terminal, ou alors vous cherchez le mot terminal dans la recherche d'application. Et sous Windows, vous faites la touche Windows plus R et vous tapez CMD dans la fenêtre qui s'ouvre, ou alors vous cherchez CMD dans les applications, enfin dans la recherche d'applications. Ensuite, il vous faut un éditeur de code, donc on vient d'en parler, hein, choisissez celui que vous préférez. Un clavier, de la motivation et un cerveau, c'est le minimum. Avec ça, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc maintenant, on va préparer un petit peu le PC à pouvoir utiliser ce qu'on va utiliser. Donc je vous conseille de faire comme moi, ce sera plus pratique quand on parlera pendant les tutos. Après vous faites comme vous voulez, ça marchera même si vous modifiez les noms, c'est juste, bon c'est peut-être plus simple pour nous et ça c'est ce qu'on utilise habituellement je crois. Donc vous créez un dossier workspace, ou projet, ou ce que vous voulez. Dedans on va faire un dossier progrès, bon si vous avez du web et tout ça à faire c'est sympa de le mettre dans d'autres dossiers, du coup un dossier progrès ça fait toujours plaisir. Donc ouais faites-le sous Linux dans le menu Home ou Documents, parce qu'au moins c'est plus sympa à y aller en ligne de commande. Après vous pouvez le mettre sur votre bureau ou n'importe où, mais disons que dans le dossier documents c'est peut-être mieux. Et sous Windows, bah je sais pas moi, mettez-le dans pareil documents, c'est toujours pratique. Donc workspace et dedans progrès. Dans le dossier progrès, vous mettez votre fichier app.jar. Ça on va l'utiliser dans tous nos projets, donc il vaut mieux l'avoir la racine de chacun de nos projets. Et ensuite pour chaque projet vous ferez un dossier dans le dossier progrès. Donc là j'ai merdé. Normalement il y a workspace. Dans workspace il y a progrès. Dans progrès on a app.jar et tous les dossiers qui correspondent à nos projets. Donc ça je vous le remontrerai quand je ferai une vidéo directement sur le PC avec le bureau qui est filmé. Mais en tout cas c'est vraiment ça l'idée de la structure la plus facile à utiliser à mes yeux. Workspace, progrès, dedans app.jar et un dossier par projet. On va ensuite tester app.jar vite fait. Donc mettez en pause et allez faire tout ce que je viens de vous dire. Vous avez créé un dossier Hello World, donc un projet en fait Hello World. Et dans ce dossier vous avez créé un fichier hello.java. Donc pour tous vos fichiers Java vous mettez une majuscule. Ça c'est comme ça, c'est la nomenclature si on veut. Mettez toujours une majuscule, c'est mieux, croyez-moi. Et ensuite vous ouvrez ce fichier avec l'éditeur de texte ou de code que vous avez choisi juste avant. Dans ce fichier, wow, ma voix qui parle. Dans ce fichier, vous allez écrire le code suivant.
class hello extends program, une accolade qui s'ouvre ici et qui se ferme ici, void algorithm, deux parenthèses, une accolade qui s'ouvre ici et qui se ferme ici, println, tac tac, hello world, entre guillemets, point virgule. Tout ça, ça devrait vous sembler un petit peu barbare si vous avez jamais programmé. On va en reparler plus tard. Pour l'instant, faites comme tel, vérifiez bien que vous avez exactement écrit la même chose. C'est juste pour tester que votre environnement est bien fait. Ensuite, vous ouvrez un terminal et vous tapez simplement, enfin vous vous rendez dans le dossier du projet, donc là où votre fichier est, le fichier hello.java, donc dans le dossier hello world, grâce aux commandes cd et le nom du dossier dans lequel vous voulez vous balader. Donc, par exemple, je sais pas moi, cd document, cd workspace, cd progress, cd hello world, et voilà. Une fois que vous êtes dans ce dossier, vous tapez javac, javac, espace -cp, espace // app.jar hello.java et vous appuyez sur entrée. Donc là normalement il n'y a rien qui s'affiche, pas d'erreur. S'il y a une erreur, vous retournez avant et vous refaites exactement ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a un problème quelque part. Sinon vous posez un commentaire et je vous répondrai, ou moi ou quelqu'un d'autre, le plus rapidement possible. Mais normalement si vous avez fait ce qu'on vous a dit de faire, il n'y a pas de problème. Donc cette commande, là en clair c'est pour compiler. Pour dire, en clair on prépare le code, plus ou moins. On en parlera peut-être plus tard ça. Donc là si tout ça s'est bien passé, vous retournez dans votre terminal, dans votre console, vous tapez java- la même chose que tout à l'heure, en fait on enlève juste le C ici, et on enlève le .java. Donc là en fait on va exécuter notre programme. Donc là normalement ça vous affiche simplement hello world dans votre terminal. Si ça l'affiche pas, c'est toujours pareil, vérifiez que vous avez tapé le bon code, sinon vérifiez, non normalement ça marche, sinon ça aurait planté ici. Donc si c'est bon, c'est parti. La semaine prochaine, je sais pas, la prochaine session, on va commencer l'initiation au Java et notamment les variables. Donc là ça va pas être encore du codage pur, on va en faire un petit peu. Ça va surtout être un petit peu de théorie sur les variables, comment les utiliser, pourquoi les utiliser, qu'est-ce que c'est en fait en général. Donc bon, pour la voix j'espère que ça a été, on s'améliorera au fur et à mesure, là ça fait longtemps que j'ai pas filmé. En plus c'est le soir, du coup ma voix part un petit peu en couille. Mais en tout cas on devrait avoir pas mal de vidéos par la suite. Donc n'hésitez pas à le dire si ça vous plaît, si ça vous va, ou si ça vous plaît pas aussi, n'hésitez surtout pas à le dire. Si vous avez des questions c'est toujours pareil sur la chaîne ou sur Facebook dans le N1P1. Juste pour que vous puissiez le savoir, les tuteurs pour l'instant c'est moi, donc Alex, Zélia. Il y a aussi Benoît Verrag. Il y a aussi Brian et Ademar, donc vous pourrez les trouver sur la page. Et enfin il y a Eddie qui est aussi sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à nous contacter, l'un de nous 5 ou plus, hein, s'il y en a qui nous rejoignent après. En tout cas on vous répondra au plus vite possible. Et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.